j'ai bossé pour l'industrie du luxe. L'output du modèle a été mis directement dans les outils des vendeurs. Des règles hard-codées à mettre dans le modèle de machine learning pour dire voilà, peut-être ce manufactureur, on est obligé d'acheter leurs produits parce qu'on a un deal en cours qui est en cours pendant encore 5 ans. Vraiment des entretiens métiers dans les supermarchés avec des boulangers pour essayer de comprendre comment tous les matins ils disaient ok, on a besoin de combien de croissants, combien de pain au chocolat et combien de petits pains à mettre dans leur four. Hello à tous, alors aujourd'hui on accueille Alexandre qui est data consultant ici à New York pour Artefact, une entreprise qui fait du consulting data pour les entreprises, essentiellement pour les gros comptes. Il va nous expliquer un peu comment il approche les missions, quelles sont les différentes phases d'une mission pour que vous puissiez vous immerger et comprendre un peu ce qui vous intéresse à l'intérieur du métier de la data et ce sur quoi vous avez envie de vous spécialiser. Et on va pouvoir passer par plusieurs cas d'usage qu'il a eu l'occasion de rencontrer ici. Merci d'être sur ma chaîne aujourd'hui. Alors on va parler de toi en tant que junior mais aussi consultant chez Artefact. On est ici à New York. Et le but de ce podcast, c'est de comprendre un peu comment tu es arrivé ici, qu'est-ce que tu fais au jour le jour chez Artefact, quelles sont tes missions, avec qui tu as travaillé, sur quel domaine tu interviens, et sur une mission type, du début jusqu'à la fin, qu'est-ce que tu fais toi, mais quelle aussi est l'intervention d'Artefact auprès du client. Donc on va couvrir tout ça, j'espère qu'on aura le temps. Et je te laisse te présenter. Merci beaucoup. Je m'appelle Alexandre Lashkar, je suis consultant manager chez Artefact. Donc, ça fait 4 ans que je travaille chez Artefact. Donc, qu'est-ce que c'est Artefact? C'est une boîte de conseil spécialisée en data et en IA. Et notre objectif, c'est vraiment faire de la data de l'affaire de tous. Donc, c'est-à-dire découpler la valeur en utilisant la donnée et en mettant en place la donnée chez les clients en créant des cas d'usage très concrets. Pour ça, on se focalise sur plusieurs expertises. Le premier, c'est tout ce qui est data marketing, donc c'est vraiment activer nos données pour mieux targeter nos consommateurs. La deuxième, c'est tout ce qui est un peu data stratégie et data gouvernance, donc je vais mentionner un peu après. Et la troisième, c'est tout ce qui est mise en place de cas d'usage data, avec vraiment la création de ce qu'on appelle une AI Factory ou un centre d'excellence au sein d'un client pour mettre en place des cas d'usage data. Pour donner un peu de contexte sur mon background, moi j'ai fait une école de commerce, d'abord en Angleterre à Warwick Business School, puis ensuite je me suis spécialisé en data à l'ESCP avec un master en data et data science qui m'a ensuite vraiment orienté vers ce monde de data analytics, BI ou data science. Et j'ai rencontré Artefact sur le forum, sur un forum à l'ESCP. Ok, juste j'ai une question pour toi avant qu'on commence tes missions. Qu'est-ce que tu dirais par exemple à un jeune qui veut se lancer dans la data mais qui vient comme nous deux, parce que c'est le cas et c'est pour ça que je voulais faire une interview avec toi, qui vient d'une école de commerce et qui travaille dans un milieu qui est assez technique, où il y a beaucoup d'ingénieurs, beaucoup de personnes qui viennent du monde scientifique. Ouais. Pourquoi tu as choisi ça et qu'est-ce qui a fait que tu aies pu travailler dans ce milieu aussi, quoi? Ouais, c'est une très bonne question qu'on me pose toujours en entretien. Donc, tout d'abord, le rôle d'un consultant, ça reste un rôle business. Donc notre rôle chez Artefact, c'est des data consultants, mais il y a une grosse expertise business avec des skills, des soft skills en fait, pour bien comprendre le besoin du client, récolter le besoin et ensuite le traduire avec des équipes techniques. Ce que j'ai pas mentionné chez Artefact, c'est qu'on a vraiment un pôle de ressources avec des data analysts qui, eux, vont se focaliser sur la partie BI, visualisation, analyse de la donnée, et ensuite des équipes encore plus techniques, donc des data scientists, des data engineers, qui vont traiter la donnée, faire des pipelines de données et créer des modèles techniques. Donc en tant que consultant, vraiment, je dirais les 3-4 grandes qualités, c'est la compréhension de besoins business, et ça, c'est des expertises vraiment qu'on apprend en école de commerce. La deuxième, c'est tout ce qui est soft skills, donc la communication orale, écrite, pour être devant le client d'une façon professionnelle. Et la troisième, je dirais, c'est une appétence data. On n'a pas besoin de rentrer dans le détail et comprendre les modèles mathématiques des algorithmes qu'on utilise, mais c'est au moins les comprendre et avoir une curiosité sur la donnée. Donc mon conseil principal, c'est vraiment être curieux sur la donnée, lire, être
vraiment être au cœur de l'actualité data d'aujourd'hui et montrer une appétence en fait, et non pas des skills techniques. D'accord. Toi, quand t'es sorti d'Artefact, enfin, pardon, quand t'es sorti de l'ESCP, Ouais. ça a été ton premier job, du coup, Artefact? Ouais, moi je suis arrivé à Artefact il y a 4 ans, donc Ouais. à Paris. Et c'était mon premier job en sortant d'école. Donc très content de commencer junior consultant chez Artefact et ensuite d'être arrivé à New York, qui est un marché un peu différent que la France. D'accord. Comment t'as évolué depuis 4 ans chez Artefact? Ouais, donc on va dire que le monde du conseil c'est quand même très hiérarchique, avec vraiment des juniors, des seniors, des managers, des directeurs, des partenaires. Donc ça reste un process et une évolution assez rapide par rapport à d'autres industries. On dit toujours qu'une année dans le conseil en vaut 2 en industrie. On a un process d'évaluation tous les 6 mois chez Artefact avec des menteurs, des systèmes de revue interne pour évaluer un certain nombre de skills qui comportent des skills vraiment soft skills, mais aussi des skills un peu plus techniques de compréhension de la donnée, mais sans rentrer, comme je l'ai dit, avec des assessments techniques. On nous demande pas de coder. C'est D'accord. vraiment bien de Ok. savoir coder, mais on ne nous demande pas. En fait, pourquoi on ne demande pas de coder? Parce qu'il y a des équipes techniques qui le font, mais il faut quand même comprendre ce que nos équipes techniques nous disent. Bien sûr. Donc voilà, c'est très quand même, pour répondre à la question, c'est très hiérarchique chez Artefact, avec un process d'évaluation où on peut quand même grandir assez rapidement au sein de cette entreprise. Ok, très bien. Et donc, je pense qu'on va on va prendre une mission, un type de mission en particulier sur laquelle tu es intervenu. Ouais. Et tu vas nous parler d'un peu comment ça se passe, les différentes phases d'une mission, comment toi tu interviens dans ce process et qu'est-ce que tu fais au day-to-day Ouais. dans cette mission jusqu'à la fin chez le client. Avec plaisir. Donc moi, je peux te parler de deux de mes expertises. La première, c'est tout ce qui est ce qu'on appelle Data Foundations. Donc ça englobe tout ce qui est data gouvernance, mise en place de data platform et ensuite data stratégie. Donc moi, j'ai passé pas mal de temps en tant que data gouvernance officer. Donc c'est-à-dire que tu travailles au sein d'une équipe qui fait la stratégie de la donnée. Donc qu'est-ce que c'est la data gouvernance? En fait, c'est la mise en place de process pour que tu aies accès à la donnée, que ta donnée elle soit standardisée et de bonne qualité, et comprendre ce qu'on appelle un modèle opératoire au sein de la donnée. Parce que c'est très bien de vouloir mettre en place des cas d'usage, et c'est ce que je vais parler dans ma deuxième expertise, mais avant de pouvoir mettre en place des cas d'usage, on a besoin de gouverner cette donnée. Donc ce qu'on a fait, on a mis en place une plateforme de données pour que tout le monde ait accès à cette donnée d'une façon standardisée. Donc pour prendre un exemple très concret, se dire qu'est-ce que ça veut dire une vente, c'est un KPI qui est très monitoré. On a peut-être une définition différente au sein de mes ventes financières, mes ventes commerciales, et quels sont les différents prismes dans lesquels je vais faire mon analyse. Et du coup, on a créé ce qu'on appelle un glossaire de données pour mettre en place ces définitions standardisées. Donc ça, je peux rentrer un peu dans le détail de la data gouvernance. Et le deuxième scope de l'expertise, c'est plus la mise en place d'un projet data. Et là, c'est là que j'ai envie de passer un peu plus de temps. Donc d'abord, il y a une phase d'idéation avec le client. Donc comprendre quels sont les besoins, comprendre quels sont les points de blocage, pour ensuite identifier les cas d'usage qu'on a envie de mettre en place. Quand on a identifié et priorisé en fonction de la valeur, toujours la valeur business, généralement avec une matrix valeur et complexité de cas d'usage, et on va essayer d'aller créer et trouver les quick wins en termes de valeur et de complexité de data. On priorise ces cas d'usage et ensuite on fait une phase de cadrage un peu plus approfondie. Qu'est-ce que c'est une phase de cadrage? C'est vraiment comprendre quelle est la donnée qu'on a besoin, est-ce que la donnée est accessible, quelle sera notre approche de la donnée, comment on va la manipuler, quels seraient les modèles d'IA qu'on va utiliser derrière. Ensuite, quand cette phase de cadrage est validée, on passe au build, donc vraiment la création de ce cas d'usage, avec des systèmes de méthodologie agile. On travaille en sprint, donc généralement de 2-3 semaines, pour toutes les 2-3 semaines montrer au client un avancement et le progrès du projet avec généralement ce qu'on appelle des features, donc qui sont en fait casser le problème en plein de petits bouts. Donc on casse le problème en plein de petits bouts et on attaque petit bout par petit bout. Et ensuite, il y a tout ce qui est run et maintenance. Nous, chez Artefact, on essaie vraiment de créer le projet chez le client. Donc c'est pas une propriété intellectuelle Artefact, on le crée dans leurs outils, dans leur stack technique. Donc c'est à eux et après ils ont des équipes de run et de maintenance au sein des boîtes. Ok, tu mentionnes le fait de faire de procéder en sprint de 2 à 3 semaines. Combien de temps généralement ça dure une mission chez le client? Est-ce que c'est très variable de 6 à 1 an?
tu peux avoir des missions qui durent beaucoup plus longtemps. Qu'est-ce que c'est la durée standard, par exemple? Ouais, c'est une bonne question. Donc, sur le premier pôle d'expertise, donc tout ce qui est data gouvernance, ça peut être des projets très longs de strat. Donc ça peut être des projets vraiment d'accompagnement du client. Donc la phase de stratégie peut être très courte au début pour comprendre ce qu'on a envie de mettre en place, donc autour de 6 semaines, 8 semaines, 12 semaines. Et ensuite, quand on accompagne le client, ça peut être un peu plus long terme, sur 1 an, 2 ans. Et la partie vraiment mise en place de cas d'usage, je dirais une phase d'idéation, c'est entre 4 et 6 semaines. Et ensuite, le build, ça peut être entre 8 et 12 semaines, donc généralement 2-3 mois pour créer la solution en fonction des équipes. Et c'est une bonne question, j'ai envie de rebondir sur la journée type. En fait, quand on crée un cas d'usage, on a ce qu'on appelle une feature team. Qu'est-ce que c'est une feature team? Il y a une personne qui est ce qu'on appelle un product owner, qui va un peu chapeauter le projet. Ensuite, on a quelques personnes techniques en fonction du type de projet, mais des data engineers qui vont créer les pipelines de données, les data scientists qui vont créer les modèles de données, les data analysts qui vont plutôt créer la vise et la manipulation de la donnée, et ensuite on peut avoir un peu des ressources techniques comme des web développeurs si on a envie de créer les interfaces. Ok, Donc, ouais. j'ai juste une question qui me fait rebondir sur ça. Est-ce que votre démarche, c'est aussi d'accompagner le client sur l'utilisation de ça et du coup d'avoir ce qu'on appelle une BI self-service, qui puisse, pour toutes les branches que vous aurez adressées, genre si vous faites une mission pour le département marketing ou pour le département finance, est-ce que vous formez les users à utiliser ça ou vous vous adressez uniquement à des gens plutôt orientés IT ou data de l'entreprise chez le client? Ouais, non, c'est une très bonne question, ce concept de BI self-service. Il y a un peu deux approches. Où on a envie de mettre la donnée à disposition de ressources internes chez le client, où ils ont déjà vraiment un modèle opératoire avec des ressources internes, où là on préfère du coup les former, mettre en place des process, mettre en place l'accessibilité à la donnée, la standardisation de la donnée, où le client a rien, part vraiment d'une page blanche, et là on crée en fait ce modèle d'une AI factory. On va créer ces pods, donc en fait c'est des pods, c'est des ressources techniques par pôle d'expertise, donc ingénierie, scientist, analyste. Et ensuite, on va développer ce modèle opératoire avec eux en faisant la stratégie, mais aussi en apportant des ressources internes artefacts pour accélérer et faire des use case pilotes en fait dans cette AI factory. Ok. Tu parles d'AI Factory, c'est un nom très générique. On parle beaucoup d'intelligence artificielle, mais ça veut un peu tout et rien dire. Aujourd'hui, est-ce que tu peux être un peu plus concret sur ce terme, parce que je suppose que pour tous les clients que vous adressez, vous ne mettez pas forcément en place, en tout cas dans la data, ce qu'on entend par modèle d'intelligence artificielle derrière et de machine learning pour tous les cas d'usage que vous adressez, parce que c'est très spécifique en fonction des besoins des clients. On n'a pas forcément besoin de ça pour tout. Mais très bonne question. Et pour ça, je pense que je vais prendre quelques exemples de cas d'usage data. Donc déjà, ce que c'est une AI Factory, c'est un modèle en fait décentralisé de la mise en place de cas d'usage. Donc au lieu de se dire que dans notre business unit finance, on aura un cas d'usage, notre business unit supply chain, on aura des cas d'usage, en fait, on centralise tout ça au sein d'une factory, d'une petite entreprise dans l'entreprise qui permet de regrouper des expertises techniques et de permettre de rouler sur plusieurs projets à la suite. Au lieu d'avoir vraiment des data scientists dans chaque business unit, en fait, on centralise ça au sein d'une AI Factory. Ça permet de scaler en fait la mise en place de cas d'usage data. Qu'est-ce que c'est un cas d'usage data? Donc j'ai bossé pour l'industrie du luxe pour essayer de créer un algorithme de détecter les clients à haut potentiel. Qu'est-ce que ça veut dire un client à haut potentiel? C'est-à-dire qu'on a déterminé avec le business quelques règles métiers de ce que c'est un client à haut potentiel. Ensuite, on a créé un modèle de machine learning pour du coup déterminer quels étaient ce groupe de clients qui vont dans le futur potentiellement acheter. Et la deuxième phase de cet algorithme, c'était déterminer quels produits ils vont acheter dans le futur. Donc quel type de données on a utilisé pour mettre en place ce cas d'usage? C'est du coup la donnée de vente, la donnée des clients, donc tout ce qu'on peut récolter sur son âge, son panier, son pouvoir d'achat, son statut marital, etc. Pour ensuite me dire que je vais créer un peu des clusters de clients potentiels ou pas potentiels.
Ok, juste tu peux nous, même si on va pas mentionner ton client, c'est dans quel secteur du luxe en particulier? Ouais, c'était tout ce qui était de la bijouterie D'accord, et même dans tout ce qui est bagues de fiançailles, etc. d'accord, ok. Et nous, ce qu'on a fait, c'est vraiment essayer de comprendre quel type de produits ils vont acheter dans le futur. Est-ce que c'est plus un bracelet, est-ce que c'est plus un collier, est-ce que c'est plus une bague d'engagement, etc. Donc ça, grâce à aux attributs qui permettent de catégoriser un client, on va pouvoir déterminer quel est le produit où il y aura un score en fait de potentiel d'achat dans le futur. Parce que c'est assez intéressant comme secteur, je te pose cette question parce que les approches de justement business et de ce que tu en déduis en fonction des industries sont drastiquement différentes, Ouais. même dans le luxe, parce que ça ne savent pas forcément les gens qui regardent, mais quand, tu fais du leather and goods ou des montres et de la joaillerie, Ouais. c'est pas du tout le même comportement. Et en plus, là, le segment de marché que tu adresses, c'est quelque chose en sorte de mariage Ouais. marital et quelque chose dont potentiellement un plus grand pan de la population passe à travers. Donc tu peux avoir des clients qui sont très différents sur ce secteur-là, ce que tu n'aurais pas du tout sur des biens véritablement du prêt-à-porter Ouais. ou des sacs, quoi. Non, mais c'est un super commentaire et ça nous permet en fait ensuite de mieux activer nos clients. Qu'est-ce que veut dire activer nos clients? C'est nos représentatifs de vente en fait dans les magasins vont les contacter pour dire voilà, Monsieur Dupont sera apte à acheter une bague pour sa potentielle femme pour son mariage. On va vraiment anticiper un peu tous ces phénomènes. D'accord. Dans ton approche qui est l'activation du client, qu'est-ce que vous avez pris? Donc vous avez pris le panier moyen, qu'est-ce que vous avez pris comme indicateurs véritablement pour cerner ce qui était un client à haut potentiel pour vous? Ouais, donc c'est tout ce qu'on appelle la donnée transactionnelle, donc savoir quels ont été les achats passés du client, quelle est la donnée sociodémographique du client, en combinant cette donnée donc vraiment de transaction de client et aussi la donnée de produit, pardon, j'ai oublié donc les caractéristiques d'un produit, le prix, quels matériaux ils sont utilisés. On va créer un modèle de machine learning qui va pouvoir en fait scorer et donner un score de potentiel d'achat à un client type. Ok. Et en pratique, comment ça s'est fait cette mission? Comment ça s'est déroulé? Qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez adressé pour développer ce modèle de ML au sein de... Ouais, bonne question. Donc, si je reprends mes quelques phases, donc c'est idéation, cadrage, build et maintenance. L'idéation et le cadrage ont été assez rapides parce qu'ils savaient un peu quel type de projet ils voulaient. Ils savaient qu'ils avaient une grosse pôle de données clients qu'ils n'activaient pas et qu'ils n'utilisaient pas assez. Et en fait, les clients à haut potentiel, c'est ceux qui vont acheter le plus en fait. Ils vont dépenser le plus d'argent dans cette boîte de joaillerie. Et donc, c'est là qu'il y a le plus de valeur à aller chercher. Donc, avec quelques activations, on peut réussir à leur faire acheter des produits qui valent très cher. Et du coup, l'objectif, c'était vraiment de mieux les activer et mieux les targeter. Donc, au début, quand la phase de cadrage de quelques semaines a été faite, on est passé en méthodologie agile, donc avec ce système de sprint pour vraiment créer le projet. En 1, c'est tout ce qui est data processing, donc vraiment cleaning de la donnée, s'assurer que la donnée est de bonne qualité et créer des tables de données consolidées pour que le modèle puisse mieux apprendre sur ces tables consolidées. Ensuite, c'est créer le modèle et aujourd'hui, il y a plein d'outils comme Dataiku qui permettent de faire plutôt du machine learning drag and drop sans vraiment utiliser Python. Donc ça, c'est un outil qui a été utilisé chez pas mal de clients aussi. Et ensuite, l'output du modèle a été mis directement dans les outils des vendeurs. Et ça, c'est vraiment un point que j'ai envie de souligner, c'est que l'objectif de ces cas d'usage, c'est de s'incorporer vraiment dans le process end-to-end business. Donc vraiment, pendant la phase de cadrage, on a fait tout un mapping du process business pour comprendre où est-ce que la donnée va sortir. Donc en fait, quand on crée un cas d'usage data, c'est pas seulement le modèle, mais c'est aussi ce qu'il y a avant, donc la donnée qu'on va utiliser, mais aussi ce qu'il y a après, où est-ce que la donnée va aller. Et là, vraiment, c'est les vendeurs, ils peuvent cliquer sur Monsieur Dupont dans leur application où ils ont leurs contacts et leurs clients à contacter.
ils peuvent cliquer sur Dupont en disant voilà, Dupont a un potentiel de 95% d'acheter une bague avec un diamant. Ok. Donc vraiment, l'objectif, c'était aller au bout du process applicatif. Ok. Et il faut savoir aussi que c'est très important dans le milieu du luxe et il y a une rémunération des vendeurs Ouais. qui est totalement différente qu'ailleurs. Et il y a une grosse part qui est faite à la commission. Ouais. Donc forcément, ça pousse l'utilisateur, donc le client, et le vendeur à avoir une synergie dans l'achat d'un nouveau produit qui serait extra pour lui, quoi. Exactement, exactement. Après, j'ai 2-3 autres cas d'usage que je peux mentionner rapidement sans rentrer dans plus de détails. Le premier, c'est on a travaillé avec un groupe de restauration collective pour optimiser leur portefeuille produit. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, la restauration collective délivre un certain nombre de repas dans soit les cantines pour le corporate, soit les cantines pour les écoles, soit pour des centres de retraite. Et ils ont en fait des équipes de procurement et d'achat qui centralisent l'achat des produits. Donc littéralement, pour qu'un chef puisse créer un burger dans une cantine, il a besoin d'un pain, d'un steak, de la tomate, de la laitue et du ketchup. Mais il peut choisir un certain nombre de références en fonction des critères du client, donc du client, c'est-à-dire les cantines. Et ce qu'on a mis en place, ce qu'on est rendu compte, c'est qu'ils avaient trop de références. Donc le chef, il était un peu confus dans toutes les références qu'il va utiliser. Il n'utilisait pas forcément la référence la plus optimale en termes de prix et de qualité. Ok. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a rationalisé le nombre de SKU, donc de Stock Keeping Units, pour que le chef puisse prendre la meilleure. Qu'est-ce qu'on a fait? En termes de chiffres, tu dirais quoi? Vous êtes passé j'en sais rien, en termes de pourcentage, de combien de nombre de chiffres, ouais, de combien de références, Ouais. combien sur un produit en particulier? Tu as pris l'exemple du fromage, mais c'est Ouais, pas en tout, on a divisé par 3 le nombre de produits. Ok. Donc c'est quand même drastique et ça a permis de générer en fait des savings sur les achats. Donc si aujourd'hui on achetait 3 steaks, il y en avait 2 qui étaient beaucoup plus chers et qui n'étaient pas forcément de bonne qualité, ben on s'est orienté vers le 3e steak qui était de aussi bonne qualité avec un prix plus faible. D'accord, ok. Donc ça a généré vraiment des économies à une échelle nationale avec cet outil. Si je rentre un peu dans le détail de cet outil, ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé un modèle de similarité entre les produits avec un certain nombre d'attributs. Donc qu'est-ce que c'est un attribut de produit? C'est les caractéristiques de mon produit. Quelle est la taille du paquet? Est-ce que c'est congelé, pas congelé? Est-ce qu'il y a la peau? Est-ce qu'il n'y a pas la peau? Et comment les produits sont utilisés. Donc on avait, je crois, 60 ou 70 attributs par produit. Tout ce qui est les labels, donc si c'est cachère, halal, les produits de qualité, tous les tampons de qualité, et également les points de prix. Donc en fait, avec les prix logistiques, les rabais et un tas de prix qu'on pouvait avoir pour calculer une économie par ce qu'on appelle un substitut de produit. Donc au lieu d'utiliser le burger A, on va utiliser le burger B, qui va nous permettre de faire un certain nombre d'économies. Ok, d'accord. Encore une fois, le process business, nous, on voulait s'implémenter dans les outils vraiment des acheteurs, donc pour que les acheteurs puissent dire, voilà, aujourd'hui on utilise le steak A, demain on attend d'utiliser le steak B. D'accord. Et toi, par exemple, quand tu travailles chez ce client, sur quoi tu es intervenu? Qu'est-ce que tu as fait? Raconte-nous un peu. Ouais, non, c'est une bonne question pour revenir un peu à la journée type. En tant que data consultant, on récolte le besoin du business dans la phase de cadrage. Donc ça, c'est vraiment des missions plutôt courtes avant le build. Et ensuite, quand on passe plutôt dans le build, on devient ce qu'on appelle un product owner. Donc on gère un peu une équipe technique pour vraiment créer le produit. Donc on a généralement des daily avec les équipes techniques et ensuite on a généralement des sessions de travail avec le business pour définir toutes ces règles techniques, ces règles métiers, pardon. Donc comment on calcule une économie, quels sont les critères à prendre en compte pendant les produits de substitut, quelles sont les règles à exclure, ce qu'on appelle un peu des règles hard-codées à mettre dans le modèle de machine learning pour se dire voilà, peut-être ce manufactureur, on est obligé d'acheter leurs produits parce qu'on a un deal en cours qui est en cours pendant encore 5 ans. Donc, en fait, un tas de règles métiers qu'on a besoin d'écrire avec le business pour ensuite l'implémenter dans les outils techniques.
Ok, d'accord. C'est vachement marrant parce que tu as fait un client qui fait de la joaillerie, donc un secteur qui est au revenu, Ouais, avec une économie d'échelle. et Donc ouais, c'est vraiment très différent. Euh, on parle beaucoup de technique, mais on oublie surtout la connaissance du milieu. ouais, Et en fait, c'est l'ajout des deux qui font que tu as une plus-value en tant qu'individu auprès du client et qui fait que tu connais très bien un secteur et très ouais, bien un autre, plus des skills et hard skills pour apporter la meilleure solution possible. Et ça tu le soulignes vraiment dans ton expérience. Je trouve que avant de se former sur la technique, ouais, il faut se former sur la connaissance d'un milieu et ouais, rentrer dans les détails avec le business, vraiment des détails concrets auxquels tu as fait référence pour comprendre quel est son quotidien à lui et quelles sont les injonctions ouais. du milieu en termes de vente, quoi. Donc c'est vraiment intéressant ce que tu dis, parce qu'on oublie un peu trop de mentionner quand on approche le sujet data, vraiment en termes de je dois faire de la data analysis, je dois faire de la data science, je dois apprendre à coder, je dois apprendre à faire du Python, Ouais. je dois apprendre à faire du ML, je dois apprendre... alors tout ça se rajoute, mais tout ça s'apprend Ouais, finalement. ouais, je suis Donc entièrement d'accord. Ouais. Peut-être pour rebondir là-dessus, en fait, la data, c'est qu'un un enabler de toutes ces actions-là. Parce que tous ces cas d'usage, ils le faisaient un peu déjà, mais manuellement, avec de l'intuition. On dit toujours que la data, ça permet de faire de l'intuition augmentée, de prendre des décisions vraiment basées sur des facts et non pas sur de l'art. C'est pour ça qu'Artefact s'appelle Art et Fact, d'accord. pour combiner un peu l'art de la data science et les facts. Donc l'art, vraiment le côté business et les facts, les côtés ML et utilisation de la donnée. Mais oui, pour moi, en un, c'est comprendre le besoin business. Donc c'est pour ça qu'un consultant a besoin d'avoir un background un peu business avant tout qu'un background technique. Ok, bah, top. On a eu vraiment deux types de cas d'usage très différents. Est-ce que tu aurais une anecdote particulière chez un client qui t'a étonné ou en tout cas tu as trouvé que vraiment ils étaient avec... enfin, qui t'a surpris quoi? Ouais. Non, mais c'est une bonne question. Je pense que je vais revenir sur un troisième cas d'usage qui était le forecasting des ventes de produits de boulangerie dans des Ok, supermarchés. Et l'anecdote un peu marrante, c'est qu'on a fait vraiment des entretiens métiers dans les supermarchés avec des ok. boulangers pour essayer de comprendre comment tous les matins ils se disaient ok, on a besoin de combien de croissants, combien de pain au chocolat et combien de petits pains à mettre dans leur four. Et on est arrivé avec un modèle qui a révolutionné. Bon, c'est du forecasting de vente qui permet de passer, en fait, d'éviter les ruptures de stock, Ouais. d'éviter donc les ruptures de stock et le gaspillage, en fait, donc un peu les deux côtés du stockage, donc quand on n'a pas ou quand on a trop. Je me rappelle avoir discuté avec des boulangers en disant mais c'est trop bien de me dire que le matin je sais combien de croissants j'ai besoin de mettre dans mon four et j'ai pas besoin de faire ça un peu au doigt mouillé comme ils le faisaient avant. Ok, Donc ouais, quel usage très cool, on a déployé ça dans à peu près 200 supermarchés en France où tous les matins il peut se réveiller et se dire j'ai besoin de mettre 100 pains au chocolat aujourd'hui. Et tout ça, si je rentre un peu dans la donnée, on utilise les données de saisonnalité, de produits, de vente, des événements un peu spéciaux pour créer un modèle de machine learning et de prédiction des ventes. ok. Quel usage assez classique. Et finalement, en fait, les croissants, ça me rappelle un stage de troisième. Maintenant, tu le dis parce que tous les croissants qui ne sont pas utilisés, tu vois, les croissants aux amandes que tu manges le lendemain, en Ouais. fait, tout ça, c'est des croissants pas utilisés qui réutilisent avec du sirop. Donc, avis à ceux qui sont fans des croissants aux amandes, voilà, vous savez que c'est les croissants de la veille. C'est on avait exactement le gaspillage, sujet très intéressant aussi, comment l'AI peut essayer de rentrer dans tous les sujets de sustainability et aider à contrer le gaspillage par exemple. Ok, bah trop bien. Merci Alex. Merci Et beaucoup. on se reverra pour un prochain podcast. Avec Merci plaisir, à toi. à bientôt. Ciao.